Ça a été une libération sur 5 km parce que je suis bien partie fort en pensant « je me sens flyée et tout ». Et derrière, j'ai pris un bon coup de massue. Mais demain, si toi, tu t'entraînes, que tu sors de ta zone de confort, que tu fais des choses que tu n'aimes pas forcément faire pour performer à ton niveau, tu es un athlète. Ouais. Je me dis, mais en fait, la seule personne que j'ai à convaincre, c'est moi. Moi, ma motivation première, quand je me livre comme ça sur les réseaux sociaux, ou quand je mets un dossard, moi, je veux motiver les gens à faire pareil que moi. J'en ai rien à faire du temps qu'ils vont mettre. Moi, je veux juste que les gens bougent plus. Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode dans le cadre de l'Ironman de Nice. Et j'ai la chance de recevoir Alix. Alix, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs ? Oui, déjà merci beaucoup pour cet accueil dans un tout nouveau domaine pour moi. On en parlera plus tard, mais ouais, je suis Alix Noblat, j'ai 33 ans. Et je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je me spécialise dans la nutrition et je suis surtout ultra passionnée de trail running. Donc de trail running, et tu es là, on te reçoit dans le cadre de l'Ironman, donc le 73, tu vas effectuer cette distance ce week-end. Déjà, est-ce que c'est ta première fois justement sur cet effort de triathlon ? C'est mon tout premier triathlon. Quelle que soit la distance, c'est mon tout premier, ma toute première fois, donc j'ai vraiment hâte d'être à dimanche. Bon bah incroyable, on va essayer d'aller chercher les craintes, de comprendre ce qui se cache derrière tout ça, comment tu abordes cet effort et avant toute chose, j'ai envie de te dire, l'ultra, déjà ça a l'air de te passionner, tu as l'air d'aimer ce sport. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve à discuter de triathlon et que tu te sois dit, allez, je vais me prendre un petit dossard ? Alors déjà, j'ai de plus en plus de copines autour de moi qui se sont lancées dans cette discipline. Et puis moi, je suis vraiment à la recherche de volume dans le cadre d'une préparation de dossard qui est un ultra trail en Corse, début juillet. Okay. Et je me suis dit, en fait, moi, dans ma façon de m'entraîner, j'ai besoin d'avoir la carotte, tu vois. J'ai besoin de mettre un dossard pour me motiver, pour m'entraîner. Faire juste 60 bornes comme ça, pour me dire, OK, je fais du volume aujourd'hui, c'est marqué sur mon plan d'entraînement. Non, en fait, j'ai besoin de ça. Je me dis, en fait, pourquoi pas se lancer sur un triathlon ? Il y a 2 sports portés, il y a de la course à pied. C'est un bon deal, donc on se lance. On entend souvent parler, tu vois, et surtout sur on va dire l'ultra trail, le trail, et on peut même ramener ça au marathon, mais tu vois, d'entraînement un peu, on va dire, parallèle entre de la course à pied et du vélo. Est-ce que toi, tu pratiquais déjà le vélo avant ou c'est justement ce que tu es venu chercher en pratiquant le triathlon ? Non, j'ai commencé à toucher au vélo, on va dire, il y a 2 ans. Okay. J'ai fait un petit peu de gravel, mais vraiment, j'avais pas eu ce déclic. Et en fait, en prenant ce dossard pour l'Ironman, j'ai changé de vélo, j'ai eu une pratique totalement différente. Et c'est venu à point nommé finalement parce que j'ai chuté en trail lors d'une compétition et j'avais pas le droit, c'est pas le droit, mais c'était déconseillé que je cours. Puis je me suis mis à faire du vélo et j'ai commencé à prendre du plaisir dans l'école. Et en m'entraînant en vélo, j'ai compris comment transférer ce sport à la course à pied, par exemple pour donner du rythme dans la montée, etc. Ouais. Et là, en fait, j'ai eu ce dernier mois, là, il y a 2 mois, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et j'aime de plus en plus le vélo, mais c'est vraiment tout récent. Ça date de 2 mois, quoi, maximum. Incroyable. Et justement, ouais, pour donner un petit peu de chiffres à nos éditeurs, en termes de volume d'entraînement, juste avant, en off, tu nous disais que tu avais enchaîné des grandes distances, donc de l'ultra-trail avec des 100 bornes. Ça représentait quoi avant pour toi quand tu faisais pas de triathlon ? Et après, on va essayer d'aller comprendre comment tu fais le mix entre l'entraînement du triathlon, un petit peu quand même. J'espère que tu as été nager ou faire un petit peu de vélo. On va essayer d'aller chercher ça. Mais en termes de volume de base, que en trail à ton niveau, ça représente quoi finalement par semaine ? Eh ben, je suis un petit peu, je suis pas la meilleure élève. En fait, oui, malheureusement, je suis pas ça. Les 2 ultras que j'ai enchaînés, c'était en septembre et en octobre de l'année dernière, 80 bornes à un mois d'intervalle. Après ça, j'ai eu une très grosse coupure avec l'hiver. En hiver, j'ai fait beaucoup de ski de rando en altitude. Et derrière, je me suis remis tout doucement au trail. Et j'avais pas cette étincelle qui était revenue, alors j'ai essayé de chercher pourquoi, etc. Et on va dire que ce dossard d'Ironman, qui est une toute nouvelle discipline pour moi, ça m'a remotivé un peu à mettre dans l'entraînement sur des sports différents et finalement ça m'a aidé à progresser aussi en course à pied. Mais en volume, en fait,
j'ai pas de coach. Ok. Je fais beaucoup à la sensation. Je me base beaucoup sur ma récupération et j'adapte mon entraînement au comment je me sens aujourd'hui. Mais ça fait 2 mois, Ok. moins de 2 mois que je m'entraîne pour cet Ironman. Je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne Ok. tous les jours. Il n'y a pas de jour de repos où je vais rien faire. Ouais. Je reste toujours en mouvement, quel que Ok. soit le sport. Même si c'est juste un jog de 20 minutes, vraiment en endurance fondamentale, c'est bon, c'est correct, c'est 20 minutes, je suis quand même allée bouger. Il n'y a vraiment pas de jour où je ne bouge pas. Pour moi, il faut que je sois constamment en mouvement. C'est comme ça, c'est pour ma santé, c'est pour aussi ma santé mentale en soi. Ouais. Je parlerai absolument pas de bigorexie, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que c'est comme ça. C'est Ouais. comme ça. Et puis, je fais aussi partie de ces gens qui pensent que c'est bien les entraînements, les coachings, etc. Mais en fait, il faut juste passer du temps dehors. Ouais. Voilà, il faut sortir de son canapé et passer du temps dehors. Donc, j'ai pas vraiment de structure d'entraînement. Je sais que c'est pas forcément bien. Et je pense que ce qui me sauve aussi, pour y revenir, c'est que je fais du renforcement musculaire. Et ça, j'ai jamais arrêté. Ok. Voilà. Et que ce soit dans les deux sports, dans l'ultra et dans le triathlon, t'as pas mis en place de coaching du tout. Non, Ok. absolument. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis toujours le CrossFit. Le CrossFit m'a sauvée. Mais ça fait 3 ans que je cours maintenant. Ouais. Je me suis lancée sur des ultras assez vite. Et ce qui me sauve, c'est vraiment cette passion que j'ai du renforcement musculaire que je rends ludique grâce justement à mon passé de coach sportif, de coach de CrossFit. Et Et je justement, dis ça voilà tous les jours. ouais, sauf que quand tu appréhendes du coup des nouveaux sports, vraiment l'enchaînement du triathlon, où c'est quelque chose qui est encore particulier, ton rapport par exemple à la natation, c'est dans quel état dans quel état d'esprit pardon, t'arrives justement sur cette partie-là? Et est-ce que c'est un sport qui t'anime? Est-ce que c'est un sport qui te plaît? Et comment t'abordes l'entraînement? J'adore la natation. Ah, Vraiment, ouais, vraiment, vraiment. Et il y a bien un truc dans lequel j'ai pas eu forcément besoin de. Alors, je te parle pas, je suis pas hyper technique, etc. ouais, Mais il y a quelque chose, on va dire, dans les 3 sports que j'ai pas eu besoin de maîtriser sur le bout des doigts, c'est la natation. ok, C'est-à-dire que j'ai pas peur dans l'eau. Je sais nager. D'autant plus que là, on se retrouve en mer avec une combi. Donc voilà. Après, ça ne m'empêche pas de sortir quand je m'entraîne en bassin, je sors, je suis explosée. ouais, ouais, Évidemment. Je fais 1 heure de natation, je suis explosée. Mais après, l'économie, c'est comme l'économie de course. L'économie en vélo, ça s'apprend. Ça viendra au fur et à mesure du temps. Si je suis amenée à continuer dans cette discipline, je me sens vraiment bien dans l'eau. Vraiment, ok. vraiment. Et ça c'est depuis des années, je me sens vraiment à l'aise. C'est mon élément. Donc, en soi, c'est pas quelque chose que je redoute. Ok, et l'enchaînement justement, parce que toi, tu es plutôt quelqu'un qui vient du coup de la course à pied, de l'ultra, etc. L'enchaînement du vélo course à pied, comment tu l'as appréhendé cette partie-là? Parce qu'il y a certaines personnes, c'est très naturel pour eux, et ils ont les mêmes jambes que s'ils commençaient à courir, et t'en as d'autres, tu vois, bah, je suis par exemple cet exemple-là, où les capacités que je peux avoir à sec ne sont pas du tout les capacités que j'ai à l'enchaînement, et du coup je suis obligé de travailler très très fort pour développer cette partie-là. Mm. Toi, comment tu as appréhendé cette partie-là? Ça se trouve, tu n'en as jamais fait parce que ça va être ton premier enchaînement ce dimanche, ou alors est-ce que t'as pu en faire à l'entraînement? Non, j'ai quand même bossé. Je viens pas non plus les doigts de pied en éventail en disant allez, on y va au talent. Quand même, je respecte mon dossard. J'ai travaillé mes transitions. Et la première fois donc je suis allée du côté de chez moi, du côté des Deux Alpes. Je suis allée rouler, faire mon 90 bornes, 1008. Et derrière, je suis allée courir. Et bien finalement, ça a été une libération de Ok. poser un pied au sol. Ça a été une libération sur 5 km parce que je suis bien partie fort en pensant waouh, je me sens flyée et tout. Et derrière, j'ai pris un bon coup de massue. Alors, j'ai pas cette transition qui est compliquée dans le sens oh, j'ai les jambes lourdes, Ouais. etc. Parce que bon, j'ai eu aussi énormément de conseils que je suis allée piocher dans la communauté qui me suit sur les réseaux sociaux. Je me suis beaucoup inspirée de ça. Donc, la transition pour moi, cette transition-là, c'est une libération. Mais derrière, il faut absolument pas que je me sente pousser des ailes là, Ouais. parce que au bout de 5 bornes, derrière, il en reste 16. Hein. Donc voilà. Au niveau des jambes et au niveau des jambes et des sensations, je l'ai senti vraiment comme une libération. Ok, là, c'est maintenant. Mais après, dès que tu es sur le plat, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler, la relance, Ouais. la vitesse, la constance aussi. Ouais. Voilà, en vitesse, je fais souvent des up and down, up and down, up and down. Donc
Ça, je dois le travailler, vraiment. Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout le même effort. Et tu vois, là, on voit bien les différences. Mais qu'est-ce que tu retrouves, par exemple, en point commun entre l'ultra et justement cet entraînement? Et on peut pas parler de compétition encore, hein, on en parlera à la fin de la course, justement, ce sera assez drôle d'essayer de te trouver à la ligne d'arrivée. Mais quels sont les liens que tu trouves sur l'effort, sur la partie mentale, sur tout ce qui se cache derrière l'entraînement, etc. Qu'est-ce qui a fait que cette petite flamme que tu disais qui s'était éteinte a pu se rallumer finalement? Je trouve le triathlon hyper ludique, Ok. vraiment, parce qu'en fait, ça fait travailler. Alors oui, il y a certes beaucoup de logistique, mais je pense qu'en matière de technicité et de pédagogie de l'entraînement, c'est très très riche. C'est très très riche. Maintenant, les similitudes, elles vont être surtout dans la tête. Hmm. Finalement, un triathlon, c'est comme un ultra sur le point où il faut courir. Quand je dis courir, donc faire sa progression sur l'entraînement, sur les 3 sports, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire intelligemment, il faut respecter ces zones pour ne pas exploser, parce que c'est pas parce que tu sors de l'eau et que tu te sens super frais que ça va se passer aussi bien sur le vélo. On ne sait pas. Il suffit que tu oublies de t'alimenter, il suffit qu'il y ait un pépin, machin et tout. Voilà, il ne faut pas se laisser avoir aussi par la logistique. Ouais. C'est important aussi. Mais voilà, je pense que c'est 2 sports, l'ultra et le triathlon, sur ce format-là, sur ce format long, où il faut être patient et intelligent. Ouais, et justement, quand tu entends cette patience et cette intelligence, où tu vois, au début, il y a quelques minutes, tu nous disais que voilà, tu n'avais pas pris, on va dire, le choix d'être coaché, mais par contre, j'ai l'impression que tu as un rapport avec les zones d'entraînement, la data qui est quand même assez fort. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? J'ai appris ce que c'était de s'entraîner en EF. Ouais. Pendant ma première année de course à pied, je courais beaucoup trop vite. Je parle de mon niveau par rapport à mes zones. Ouais. Et j'étais tout le temps hyper fatiguée, j'avais hyper faim, je faisais de la contre-performance. Et en fait, j'ai redécouvert mes zones en bouquinant, en me renseignant, en allant chercher de la vraie information. Je ne parle pas de l'information divulguée sur les réseaux sociaux en masse, de la vraie information. J'écoute beaucoup de podcasts aussi. J'arrive à traiter ça. Et c'est aussi, et je m'appuie surtout aussi du vécu, de l'expérience de gens qui ont fait du triathlon aussi. Donc voilà, je ne vais pas chercher les informations n'importe où. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je sais ce que c'est une zone 1. Et j'ai mis longtemps à la trouver parce que je voulais tout faire vite comme tout le monde quand j'ai commencé. Et je voulais griller des étapes. J'ai eu la chance de ne pas me blesser. Mais voilà, je maîtrise vraiment ça aujourd'hui. Et je connais mon corps par cœur à ce niveau-là. Ouais. Et justement, on va dire cet espace zone qui est dans le sport d'endurance de base, et certes c'est le cas en triathlon, mais je trouve en triathlon en plus tu as l'aspect, tu vois, à vélo des watts, et les gens ne vont jamais réfléchir en watts kilo. Enfin, la généralité, tu vois, à chaque fois on juge que à cette partie watts, alors que finalement ça ne veut que rien dire, tu vois. Comment toi, en tant que créatrice de contenu aussi, et en étant très exposée, comment tu as réussi? Est-ce que tu as toujours eu ce recul sur cette partie-là? Est-ce qu'il y a des moments où tu as des remarques très régulières sur certaines parties? Comment tu vis ça? Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans ton profil qui, tu es très exposé et du coup tu as tes choix qui sont très marqués. Et comment le vit un petit peu ta communauté qui te suit et celle qui a un petit peu plus de mal, j'imagine? Au début, c'était compliqué parce que quand j'étais exposée, quand j'ai commencé à être de plus en plus exposée, j'étais exposée aux côtés d'athlètes, dont un qui s'appelle Mathieu Blanchard, qui est mon conjoint, qui est ultra trailer professionnel maintenant. Et le seul élément de comparaison qu'avaient les gens, c'était Mathieu. Et moi, inconsciemment, c'est sûr, quand j'allais m'entraîner à Mathieu, j'étais derrière lui, j'étais là, alors que lui, il était en zone 1. Et en fait, finalement, quand tu es entouré que d'athlètes comme ça, t'as les gens qui te mettent la pression, mais puis toi, finalement, tu te poses aussi un peu la question, ok. Mais finalement, ces gens-là, c'est pas la moyenne. Ouais. Ces gens-là, c'est le ultra haut du panier, et c'est absolument pas bon pour soi de se comparer. Donc, effectivement, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et puis je sais ce que je vaux, et je sais pourquoi je fais les choses aussi.
Moi, ma motivation première quand je me livre comme ça sur les réseaux sociaux, ou quand je mets un dossard, moi, je veux motiver les gens à faire pareil que moi. J'en ai rien à faire du temps qu'ils vont mettre. Moi, je veux juste que les gens bougent plus. C'est tout ce que je veux. C'est pas. J'ai envie de leur donner la motivation. Aujourd'hui, quand je vois le pourcentage de femmes sur les courses qui est encore si faible, je me dis, mais pourquoi vous sortez pas, pourquoi vous tentez pas? Et souvent, la cause principale, c'est, ouais, je cours pas assez vite. Exemple concret, ma mère. Ma mère, elle va courir tous les jours 1 heure depuis peut-être 3 mois. Ok. Et elle me dit, ah non, mais tu sais, moi, je trottine, je cours pas. Non, non, tu cours tous les jours, 7 heures par semaine. Ouais. Donc, tu cours. Ouais. Tu es une coureuse. Il faut arrêter de... Il faut faire la différence entre sportifs, donc ceux qui font ça pour la santé, les athlètes, ceux qui font ça dans le but d'un objectif, d'une performance. Mais demain, si toi, tu t'entraînes, que tu sors de ta zone de confort, que tu fais des choses que tu n'aimes pas forcément faire pour performer à ton niveau, tu es un athlète. Ouais. Tu n'es peut-être pas athlète professionnel, mais tu es un athlète. Donc voilà, il faut éviter de se comparer aux autres. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on est exposé à la critique facile. Et quand bien même il y en a qui vont venir te dire ouais, vu que tu t'exposes, il faut que tu t'exposes aussi à la critique. Mais j'entends, mais je suis pas obligée d'accepter. Voilà. Là, je vois que j'ai commencé à arriver sur un sujet sensible. Attention, là. On se régale. Mais c'est important ce que tu dis. Je pense que c'est un vrai message que je trouve que tu as envie de passer. Et nous, c'est des messages aussi qu'on a envie de passer en tant que média. Et c'est pour ça que, par exemple, on est là aussi sur l'Ironman pour recevoir des gens comme toi, montrer que n'importe quel physique, n'importe quel profil aussi peut y aller. Mais tu vois, quelque chose qui m'a alerté dans ce que tu disais, par exemple, toi, tu disais aussi ton rapport par rapport à Mathieu, où maintenant ça a l'air très clair, etc. Mais tu vois, on dit souvent que notre entourage, il nous inspire, il est en phase avec ce qu'on fait. Donc, toi, malgré tout, tu vois, comme tu dis, ça se voit que la notion des zones, tu as eu des périodes où tu t'es cherché, etc. Mais l'information, on va dire, utile et vraie, tu as réussi à l'avoir assez vite pour l'entraînement. Mais comment tu vis cette partie-là? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où il y a eu un moment de flou, comme tu le dis, parce que tu as commencé à l'exprimer? Est-ce qu'il y a eu vraiment une position qu'il a fallu prendre et tu t'es détaché carrément de ces entraînements? Ou est-ce que vous arrivez toujours à partager des entraînements, que ce soit avec Mathieu, mais aussi ton entourage qui peut être aussi assez performant? Tu vois ce que je veux dire? J'ai appris à relativiser parce qu'il me l'a dit et parce que si j'ai vécu une situation, je suis allée me mettre dans une situation vraiment très compliquée. C'est-à-dire que quand je suis sortie de mon second koh, il me semble que c'était en mai 2021. Je suis en octobre. Il m'annonce en fait à la sortie de mon koh, Mathieu m'annonce qu'on part pour le marathon des sables en octobre. Donc juin, juillet, août, septembre, voilà. 5 mois plus tard, j'avais un marathon des sables, donc 250 km dans le désert marocain. Et je me suis mis une pression monstre parce que je voulais pas décevoir Mathieu, je voulais pas décevoir les gens. Je suis partie très très fort sur ce marathon des sables et sur la 3e ou 4e étape, je suis tombée comme une mouche au ravitaillement. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le ravitaillement et là, blackout. Ok. Perfusée, au sol, inanimée, à me demander ce que je foutais là et je voulais repartir, mais c'était impossible de me lever. Et en fait, c'est là que j'ai compris. En fait, ça a été la plus grosse alerte que j'ai eue. En 5 mois, certes, je me suis entraînée, etc., mais j'avais pas assez de volume, j'avais pas l'expérience et je me suis mis énormément de pression. Et c'est là que d'un coup, je suis redescendue d'un stade. Ouais, Voilà, je suis redescendue d'un stade, j'ai arrêté de regarder le classement sur mes courses, j'ai arrêté de me comparer à ceux qui, ça fait des années. C'est pour ça que, c'est ça aussi, par exemple, tu te lances sur une course, il y a des gens, ils vont te doubler à un moment donné. Ouais. Tu dis, pourquoi lui, il a un physique de machin ou ci, de là. La première chose que tu vas critiquer, c'est l'extérieur. Est-ce que tu vois, machin, lui, physiquement, il ne te plaît pas, il machin ici et là. Mais tu sais pas, ça fait combien de temps qu'il s'entraîne, le gars? Ça se trouve, il est ancien athlète de haut niveau, le gars ou la nana, un peu, whatever. Ça se trouve, il est ancien athlète de haut niveau, ça fait 10 ans qu'il prépare ça, c'est l'objectif de sa vie. C'est normal s'il te double. Ouais. Il mérite de te doubler. C'est pas en faisant 5 mois. Et au début, j'avais du mal parce que je suis quand même compétitrice. Ouais. Et j'avais du mal à encaisser ça. Mais en fait, finalement, avec le recul, je me dis, mais en fait, la seule personne que j'ai à convaincre, c'est moi.
Ouais, justement, ça c'est quand même beau ce que tu dis. Et pour les auditeurs qui ont pu entendre ce bruit, c'est qu'on est à Nice et tous les midis à Nice, il y a un coup de canon. Donc Ah, c'est pour ça. c'est pour ça qu'on on commence à devoir avoir faim, mais nos visages ont été très étonnés par ce bruit. Mais voilà. Et justement, moi ce que je me dis là-dedans, c'est que tu vois, tu as vraiment pris du recul sur les choses. On voit que c'est très clair, etc. Et les gens pourraient se dire, oui, mais là, on est sur une situation où, tu vois, bah, toi, tu étais connu, tu étais exposé, t'as fait koh, etc. Mathieu, il est connu, il a sa performance. Mais finalement, moi, ce que je ressens, et tu vois, c'est un sujet qu'on avait traité sur un épisode de préparation mentale, c'est que le moindre athlète, et je pense que les auditeurs ils vont se retrouver, ressent sa propre comparaison avec les réseaux sociaux. Tu vois, je le vois avec notre entourage. La moindre data que tu vas montrer ou que tu vas pas montrer, ça va avoir son impact, le moindre entraînement. Et en fait, c'est archi nocif. Et là, ce que tu dis, c'est de se détacher de ça. Mais toi, comment, à ton échelle, et du coup, par exemple, à moindre échelle, quel serait ton conseil pour les gens? Comment tu as compris ça? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que c'est, tu vois, ton conseil ultime, ce serait de te dire, ben voilà, il faut communiquer, il faut vraiment échanger avec les gens qui m'entourent. Quel a été l'élément déclencheur pour te dire, ok, je me détache un petit peu de cette partie-là et c'est ok pour moi et maintenant ça se voit, t'es très clair sur ces sujets-là, quoi. Ça va être très brutal ce que je vais dire. Oh, j'adore. J'ai arrêté d'ouvrir Strava. Hein. Est-ce- J'adore cette application. C'est vraiment un réseau social sur lequel on peut échanger, partager, mais il y a quand même aussi un pourcentage de personnes qui vont venir t'embêter parce que tu as mis ça sur Strava. Regarde, j'en ai reçu des messages comme ça. Ok. J'ai reçu des messages comme ça, des gens qui m'envoyaient mon Strava, des gens qui m'envoyaient mes stats de course en disant ouais, t'es sponsorisé par Salomon, t'es même pas capable de faire ça. J'en ai reçu des messages comme ça. Et du coup, bah, il y a plus de. Je garde mon Strava parce que j'adore cette application, elle est géniale, mais aujourd'hui, elle peut être aussi cool qu'elle peut être un peu nocive parfois. Surtout quand on n'a pas confiance en soi et qu'on a envie de se comparer aux autres ou inconsciemment se comparer aux autres. Donc je mets pas mes stats et on est venu encore me le reprocher parce que j'ai mis mon temps sur une course en disant ah, j'étais contente, j'ai couru 45 bornes et 2005 je sais plus en 6 heures ou un truc comme ça. Il pleut en 6 heures et quelqu'un m'a dit ouais si c'est pas sur Strava ça n'existe pas. Et ça m'a fait doucement rire parce que moi j'y étais Ouais. sur le terrain pendant 6 heures. Et voilà, donc j'ai aussi, et ça je tiens à le dire, c'est que je me suis fait aussi accompagner en début d'année, là, après mon hiver compliqué, par une préparatrice mentale. Et là-dessus, alors la différence vraiment avec une prépa mentale et un psy, c'est qu'un psy va t'écouter, va peut-être te donner des conseils, et un coach mental, un préparateur mental, va chercher les clés Ouais. pour répondre à ta problématique, t'exposer les solutions, te faire travailler. Moi, j'aime travailler et j'aime trouver des questions, essayer, tenter et faire des expériences. Ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, clac. Et dans la préparation mentale, j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé la clé de la patience et de la Ouais. distance un petit peu vis-à-vis des autres, des réseaux sociaux, des retours. Et puis finalement, je mets un dossard et j'ai jamais été aussi heureuse de mettre un dossard, quoi. Ouais, c'est fou parce que c'est un peu on va dire, l'ange et le démon des réseaux sociaux, type Strava, même Instagram, etc. C'est que, tu vois, toi, ta mission, et on le ressent, c'est que les gens se mettent au sport, c'est que les gens se mettent en mouvement finalement. Mais en même temps, tu as besoin du coup de passer par ces éléments-là parce que Strava, ça peut motiver pas mal de gens avec du challenge et tout ce qui peut se cacher derrière. Mais à un moment donné, ça peut avoir, on va dire, ses côtés nocifs. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir comment on peut aborder justement ce sujet-là. Et là, tu dis que tu te sens OK avec ce triathlon, tu te sens vraiment bien et tu sais que tu es à ta place et que tu vas faire ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as une crainte, par exemple, associée à l'enchaînement du sport? Quelles sont tes peurs là, avant dimanche, qu'on essaye de voir ce qui peut se passer et dans quel cadre, justement, tu fais face à tes peurs et ça va rassurer les auditeurs pour se dire, bah oui, moi aussi je peux le faire, tu vois. Déjà, il faut arriver avec sa tête pleine de positivité. Alors, c'est très facile à dire, mais quand on se parle et quand on se motive, je vais vous donner un exemple concret, c'est que tu pars sur la course à pied, c'est pas ne marche pas, ne marche pas, ne marche pas. Déjà, on ne te donne pas de négativité, c'est continue de courir. Faut s'apporter du positif. Il faut être dans l'acceptation et dans la patience aussi.
Parce que si on part pour 6 heures, bah, ça peut être Ouais. long, considéré comme long pour certains. Mais voilà, beaucoup de positivité, beaucoup de patience. Et moi, la seule vraiment crainte que j'ai et que j'ai pas forcément dans mon sport de base, c'est la peur du pépin mécanique sur le vélo. Hmm. Parce que changer une roue dans le stress, etc., mettre un nouveau pneu, etc., je sais pas, je sais le faire évidemment, j'ai appris. Mais voilà, c'est le seul petit truc, ce serait d'avoir un pépin mécanique et de finir avec le vélo à la main, ça m'embêterait un petit peu. Mais en soi, j'ai pas peur. Tant que finalement, la voiture balai, elle vient pas me chercher, moi je continue ma course, peu importe le temps. C'est comme ça Ouais. qu'il faut le voir aussi. Finalement, quand on n'est pas athlète professionnel, qu'on joue pas le top 10, on va juste tous chercher la médaille. Ouais. Et peu importe ta course, alors peut-être qu'il y aura Jean Michou lundi au bureau qui te dira combien de temps t'as mis, alors qu'il y connaît rien en course à pied, rien en triathlon, il connaît pas les distances, t'es allé vite, t'as couru vite, t'as mis combien, etc. Et on s'en fout en fait. Toi, tu seras fier, tu auras ta médaille et regarde le chemin que t'as parcouru, c'est tout. Ouais, c'est sûr. Bah, justement, c'est assez drôle ce que tu dis, cette peur de tu vois, de la crevaison, etc. Et moi, j'avais toujours ce sentiment. Et dans mon entourage, c'est un petit peu pareil. Tu vois, on a toujours ce débat de se dire, est-ce que j'emmène une bonbonne pour réparer ou quoi que ce soit. Et on avait reçu, il sort la semaine prochaine cet épisode, Jean de la Roche-Brochard, qui lui avait eu ce souci-là et ça lui faisait vraiment peur. Et il disait, en fait, moi, j'emmène deux cartouches, deux chambres à air. Et il a passé une après-midi à remplacer sa roue, etc. Tu sais, pour s'entraîner Ouais. et s'enlever cette plus grande peur. Mais tu vois, c'est des astuces qui peuvent se mettre en place ou pas, mais c'est vrai que ça fait partie du sport, comme tu le dis, ça fait partie des imprévus au final. Donc, on te souhaite pas que ça va arriver, mais on voit que toi, c'est ton seul élément un petit peu bloquant, alors que d'autres, ça va être l'aspect sportif et tout ce qui se cache derrière. Et tu dis, en introduction de cette réponse, justement, tu dis qu'il faut arriver frais, avec la tête justement remplie de bonnes énergies. Sur la notion d'affûtage, par exemple, est-ce que toi, tu es arrivé sur Nice il y a quelques jours pour arriver dans ton cocon? Dans quelles conditions tu te mets pour justement arriver dans cet état d'esprit frais? Euh, Bah déjà, j'ai pas d'appréhension par rapport au dossard. Ouais, Je pense que ça y fait beaucoup. Euh, j'ai, j'ai ma charge mentale, on en parle de plus en plus autour de nous. J'ai ma charge mentale qui est pas trop élevée, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai optimisé et que j'optimise toujours, hein, c'est ma nutrition. ok, Ma nutrition et mon sommeil. Donc j'arrive, absolument aucune dette de sommeil, ok. parce que pour moi c'est la base de la pyramide avant même la nutrition. Et si déjà les athlètes penseraient à ça, je pense que ça jouerait beaucoup sur leur performance le jour J. Arriver sans dette de sommeil. C'est pas Ouais. parce que tu dors 24-48 heures avant que tu dis ok, je me repose, je me repose. Si tu arrives avec 8 heures de dette de sommeil, c'est pas la peine, quoi. Et justement, cette dette de sommeil, comment toi, on a l'impression que, moi je partage totalement ton avis sur cet aspect-là, mais c'est justement, je trouve, le paradoxe aussi un petit peu avec les départs qui sont très très tôt, que ce soit sur l'ultra ou que ce soit là où tu vas être à 6h30 dans l'eau. Comment tu gères cette dernière nuit? Est-ce que, tu vois, moi j'ai plutôt la vision de me dire, mais en fait la dernière nuit n'a que trop peu d'impact, même si j'essaye de me Mm. coucher tôt. Comment toi tu prévois la chose, sachant que tu vas te lever autour de 4h, 4h30? En soi, moi, ça va pas me changer grand-chose parce que le matin, je me lève 6h, 6h30. Ouais, Mais je suis quelqu'un qui me couche très tôt. 21h30 grand max, il y a plus de son, plus de lumière. Mais je partage ton avis. Je partage ton avis sur la dernière nuit. Et puis, elle est souvent pas ouais, efficiente dans le sens, dans le sens où, bah, quand tu prépares je sais 80% des athlètes qui vont arriver sur cette ligne de départ, ils misent tout, ils ont misé leur entraînement, ils hmm, étaient à fond, ils ont tout optimisé. Et puis ils vont avoir le stress. Et puis le stress, ça empêche de dormir. ouais. Donc la dernière nuit, je dirais pas que ce soit sur c'est pas sur celle-ci que tu dois miser si tu veux optimiser ta perf, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr que l'aspect sommeil, comme tu le dis, une dette, ça se récupère pas, on va dire, sur les derniers jours. Et c'est souvent des profils qu'on vient chercher aussi sur le podcast. C'est des gens qui sont, on va dire, à fond sur plein de projets, etc. Et qui se disent, bah, c'est bon, je vais récupérer que la veille pour la course. Mais finalement, malgré tout, ça montre aussi que non, même, c'est comme l'aspect nutrition que je partage avec toi.
C'est pas parce que la course elle arrive le dimanche que c'est le lundi qu'il faut commencer à bien manger. Et justement, j'adore toujours finir le podcast par une question. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile, mais du coup avec toi on peut le mettre lors d'un moment très compliqué que tu passes sur un ultra trail, parce que j'imagine qu'il y en a de temps en temps. Tu te dis quoi mentalement pour essayer de tenir ce cap? Je crois que c'est un peu sadomaso ce que je vais dire, mais j'adore ces phases-là. Ok. J'adore ces phases-là parce que moi, c'est ce que je recherche. Hmm. Je recherche cette phase de down parce que je sais que la remontada derrière et toute l'énergie mentale et physique que je vais aller chercher pour remonter de ce cap, mais derrière, ça te fait grandir. C'est là que tu progresses. Ouais. Donc, au moment où ça arrive, dis-toi que c'est là où tu vas progresser et c'est là où tu vas aller chercher dans tes tripes pour pouvoir revenir. Et puis, prends un gel aussi. Prends un gel. N'oublie pas la N'oublie pas, nutrition, si tu passes cette allez, prends un période, gel, t'es prends un potentiellement gel en et ça hypo. repart. Un gel ou deux et ça repart. Là, c'est intéressant comme vision, ouais, de se dire, ouais, je suis en train de passer un moment compliqué. De toute façon, après chaque moment compliqué, sauf si vraiment tu as été trop loin, il y a un bon moment qui arrive derrière. Et du coup, c'est vraiment ça le message que tu passes. Donc, merci beaucoup. On a passé un très bon moment et je trouve que le message que tu as voulu passer et que je pense que tu cherches à passer au quotidien, il est vraiment passé dans ce podcast. Et je pense que le mouvement, comme tu le dis, il est vraiment important et la comparaison touche n'importe qui. Donc, merci pour ce bon moment et surtout, on te suivra dimanche. Donc, bonne course à toi. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me donner ton avis sur les différentes plateformes d'écoute. C'est vraiment grâce à ça que le podcast continuera d'évoluer. Donc si tu le fais, sache que j'en suis très reconnaissant. En tout cas, si tu as quelques questions ou tu souhaites que je reçoive différentes expertises, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao.